Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel. Vous me voyez là dans la pénombre, non c'est bien moi. Puis aujourd'hui on va regarder Cole Iserman en isolé. J'en avais parlé dans la vidéo de Macklin Celebrini dans le mot de la fin. Comme quoi je voulais vraiment juste qu'on s'attarde à Iserman pour ces deux matchs-là. C'est les deux derniers qu'il a joué depuis le début du mois de décembre. Il a joué le 1er et le 2 décembre, les matchs qu'on va regarder contre les Lancers d'Omaha. Il n'a pas joué depuis ce temps-là, il s'est blessé. Donc, je voulais au moins qu'on s'attarde sur lui. On a fait Celebrini, on a fait Demidov, puis bon, on a fait quand même quelques espoirs assez élevés depuis le début. Elenius, Levchunov. Donc, je voulais quand même qu'on s'attarde sur Iserman, qui est, selon moi, le meilleur espoir du repêchage en ce moment. Je dois être un des seuls qui l'a premier sur ma liste. C'est bien correct. Moi, ce que j'aime d'Iserman, évidemment, son lancer. Un des bons lancers qu'on a vus depuis des années pour un espoir. Ça inclut les Bedard, ça inclut les Caulfield, Matthews, Ovechkin. Iserman, je trouve qu'il s'insère très bien là-dedans. Défensivement, oui, il est un petit peu moins bon que disons, un Celebrini ou des joueurs comme ça, mais je trouve qu'il est impliqué quand même. Il peut pas juste traîner les pieds, jouer un peu des épaules de temps en temps. J'aime aussi, il est capable d'alimenter ses coéquipiers. Je trouve que j'aime pas le narratif qui se fait que c'est uniquement lui qui lance, puis la seule vision qu'il a, c'est de lancer. Je trouve que quand il a la rondelle, il peut se créer des choses. Je pense qu'il est un peu victime aussi du fait que ses coéquipiers se retournent puis lui donnent la rondelle, l'alimente régulièrement parce qu'à toutes les fois qu'il va lancer, ça peut être dangereux, ça peut être un but. Donc, je pense qu'il est un peu victime aussi du fait que ces gars-là, avec lui donnent la rondelle, puis c'est souvent lui qui a la rondelle en fin d'action parce que c'est lui qui est le plus dangereux au filet. Puis une chose qui est intéressante à noter, c'est qu'il joue pas avec James Higgins. James Higgins, c'est le meilleur passeur, le meilleur fabricant de jeu de l'équipe américaine en ce moment, des moins de 18 ans. C'est le premier choix, en tout cas potentiel pour l'instant. Moi, je l'ai premier sur ma liste de 2025. Mais ils jouent pas avec Iserman. Ils ont joué ensemble l'année passée, mais cette année, ils sont pas ensemble. Donc, c'est un peu différent, la dynamique. Puis c'est pas Iserman. On peut pas dire d'Iserman, ah ouais, mais là, il produit à cause qu'il reçoit des passes magistrales de Higgins, un peu comme Caulfield, on disait, ah, mais là, il reçoit des passes de Jack Hughes. C'est pas du tout la même situation. Donc, on va voir ce que ça va donner du côté d'Iserman, les deux matchs qu'on va présenter. Puis comme je l'ai mentionné, on va aller voir le programme américain un petit peu plus tard dans l'année. Tous les joueurs un peu dans l'ensemble, les joueurs qui sont intéressants. Je sais que on a parlé de Cole Hudson, on a je sais qu'il y a certains boys du TSLH espoir qui ont Stiga en haute estime. Il y a Humphreys qui est pas mauvais aussi comme un choix peut-être de deuxième ronde. Et puis il y en a d'autres évidemment en défensive. Il y a Skahan, il y a Emery. On va probablement les voir un petit peu, on va les surveiller. Mais celui qu'on va vraiment porter attention aujourd'hui, c'est Cole Iserman. Donc on va se laisser avec les deux vidéos, une petite vidéo éclair là, de Cole Iserman qui est, en tout cas, s'il n'est pas le premier dans les listes de personnes sauf la mienne, il est assez proche du top 3 ou du top 5, mais en tout cas, c'est un espoir de très haut niveau, donc on va le regarder pour deux matchs. Donc, premier match de la vidéo de Cole Iserman en isolé pour cette fois-ci. C'est contre les Lancers d'Omaha, j'en ai parlé le 1er décembre, pardon. Et Cole Iserman, c'est le numéro 34. C'est lui qu'on va sprinter au bas de l'écran qui, là, finalement, la rondelle a été arrêtée au centre. Mais donc, il joue à l'aile gauche d'habitude, évidemment. Il se promène aussi des fois à l'aile droite, donc ça dépend des situations. Il est il est en compagnie de Humphreys que je vois le numéro 24. Et puis le numéro 11 c'est Ben Narek. Donc c'est un trio qui a été formé quand même qui s'est créé depuis quelques temps déjà, il y a quelques matchs. Au début de l'année, il a joué il a joué aussi avec Max Plante qu'on va voir qui est numéro 26. Il a joué aussi en compagnie de Austin Baker, le numéro 9. Donc, il a été utilisé un peu à toutes les sauces. Puis là, vous le voyez, là, il est prêt à dégainer. Le 34, là, il est en avantage numérique. Donc, des poignets, tir sur réception,
Vous le voyez qui est prêt. Donc, évidemment, un gars comme ça aussi, qui a un lancer de cette puissance-là, de cette précision-là, évidemment, il est marqué beaucoup. Il est utilisé aussi, mais puis, tu sais, ça, c'est le genre de passe qu'on vient de voir. C'est un peu ça le problème des fois quand vous avez un marqueur comme ça, c'est que là, on force la rondelle dans sa direction un petit peu. Puis là, de l'autre côté, ça peut ouvrir des portes, donc faut l'utiliser un peu comme un decoy, il appelle en anglais, donc un élément de tromperie. Et puis, c'est peut-être ce qui va arriver dans ce match-là. En tout cas, là, c'est déjà 2-0, donc ça va quand même bien du côté des Américains. Humphries, je veux juste parler un peu de ses compagnons de trio aussi. Ben-Arick et Humphries, c'est deux gars de deuxième rôle en ce qui me concerne. Je pense que beaucoup de talent, peut-être évidemment le talent est un petit peu moins élevé, mais je trouve ils ont quand même de bonnes capacités avec la rondelle, un peu de responsabilité de 200 pieds. Humphries, il est pas mauvais non plus pour comme producteur de points. Ben-Arick capable d'avoir un peu de finition aussi, donc c'est intéressant. Je pense que c'est des joueurs qui se complètent bien, qui sont capables d'alimenter Yzerman, mais qui sont capables aussi de recevoir ses passes ou en fait de se faire des passes entre eux, qui peuvent faire le travail, qui peuvent finir les jeux. Donc en ce qui me concerne, j'aime beaucoup ce trio-là. Évidemment, je trouve que le programme cette année est un peu moins fort que ce qu'on a vu par rapport à quelques années précédentes. Évidemment, je pense que l'année de Cooley avec Rutger McGroarty, puis Cutter Gauthier, Jimmy Snuggerud, Nazar, Howard, ainsi de suite, je pense que c'était une grosse année, là, on le sait. Il y en a eu d'autres auparavant aussi, vous le savez, avec les Jack Hughes, justement, avec Boldy, Zegras, Caulfield et compagnie. Donc, là, vous avez vu Yzerman sortir des blocs, aller chercher la rondelle. Puis, en protection de rondelle, et moi, je le trouve bon. Là, évidemment, il a pogné un flat, mais je le trouve bon en protection de rondelle. Évidemment, c'est un gars de 6 pieds, environ 200 livres. Donc, il a cette capacité-là à baisser l'épaule, à sortir la jambe pour un peu protéger cette rondelle-là. Donc, ça, c'est aussi des qualités de Yzerman. Évidemment, quand on le regarde jouer, il a l'air un peu moins dynamique que Celebrini. Tu sais, Celebrini, il est très spectaculaire, patine à fond tout le temps. Ou en tout cas, il est souvent prêt à partir. Yzerman, c'est un peu plus, je veux pas dire méthodique, mais bon, il choisit un peu ses moments. Il arrive, moi, je disais dans notre vidéo pour le top 32 préliminaire avec les boys du TSLH, c'est que je trouvais que des fois, il était un peu comme un petit serpent. C'est qu'il arrivait, là, il attendait de se faufiler, puis là, il recevait une passe à un endroit dangereux, puis bang, la rondelle était sortie. Donc ça, c'est quelque chose que... Tu sais, ça, bon, tu sais, il y a quand même un bon coup de patin. Vous avez vu la petite passe qu'il a fait ici devant le filet. Il aurait pu facilement contourner le filet, garder la rondelle. Il y avait un gars qui était bien positionné, donc il l'a... Puis là, ben, fait ça. Vous le voyez encore, la rondelle est près du demi-cercle, il est là à aller sauter sur cette rondelle-là, il est prêt à aller la chercher. Donc, ouais, des qualités, moi, en tout cas, que j'aime beaucoup. Je suis plus un fabricant de jeux dans la vie, donc d'habitude, j'ai un petit billet un peu pour ces fabricants de jeux-là, un peu comme Berkeley Catton ou, tu sais, cette année en particulier, Berkeley Catton, mais aussi des joueurs qui jouent un peu plus simple, qui jouent sur 200 pieds, j'aime beaucoup ça. Mais Yzerman, pour moi, c'est un joueur spécial. Je le suis depuis longtemps. On l'a regardé avec Shattuck St. Mary's, avec justement Celebrini qui était là aussi. Donc, je pense qu'il y a ce billet aussi là vers lui. Donc, ça sera à moi aussi de vérifier pour la suite si je continue à avoir un peu ce petit billet-là envers lui ou si je prends le temps vraiment de bien analyser les choses, de bien... comprendre que c'est ça, il y a des petits défauts aussi qu'il doit corriger, puis bon, ça va être la course à la fin de l'année, puis je tiens à le mentionner, là. Celebrini, il est là pour le premier rang aussi, là. C'est pas parce que j'ai Yzerman en ce moment premier que Celebrini, il est pas dans la course du tout, là. C'est une lutte à deux en ce qui me concerne, puis ça se peut que Celebrini, à la fin de l'année, soit le numéro 1. C'est vraiment pas... Encore une fois, comme je le mentionnais, c'est rien contre son jeu. J'aime beaucoup son jeu. J'aime beaucoup le joueur. Ça fait longtemps qu'on le regarde aussi.
Donc ça va être à surveiller pour la suite. Un petit peu dessus. Ouais, j'ai vu là-dessus qu'il était venu en soutien à ses défenseurs, un peu comme un centre. Puis là, ensuite de ça, un petit peu d'obstruction déguisée. Il s'est comme accroché un peu aux joueurs des Lancers, là, alors que il aurait pu se faire prendre en défaut. La rondelle n'est pas allée dans cette zone-là, donc sans dommage de ce côté-là. Mais donc vous l'avez vu un petit peu travailler en défensive. C'était encore une fois là, c'est pas des choses extraordinaires. Ça ne va pas gagner un Selkie avec ce genre de jeu-là. Là. Mais tout ça pour dire que il était quand même là. Vous le voyez profond. C'est ça. Il est un peu c'est pas nécessairement lui le centre, mais des fois il s'implique de ce côté-là aussi. C'est sûr que c'est des choses qu'il va devoir améliorer aussi. Des fois, il est un petit peu éparpillé aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ça. Puis ça, de Yzerman, c'est quelque chose, ce qu'on vient de voir là, c'est quelque chose des fois qui me dérange. Garde la rondelle sur sa palette un peu. Tu sais, il y avait une option à la gauche, il aurait pu faire un petit soft dump, puis il aurait pu la passer à son coéquipier à la gauche. Il a décidé de la garder, tenter une feinte. Finalement, la rondelle, elle s'est juste rendue au gardien, puis il n'est rien arrivé. Bon, puis là, c'est pas directement cette action-là qui a mené à un but, mais bon, vous voyez, il y a eu un but du côté des Lancers. Donc, j'aimerais le voir de temps en temps être plus, juste plus simple. C'est pas nécessairement garder la rondelle sur la palette, parce que oui, il est capable de faire des feintes, il est capable de déjouer, mais il fait progresser la rondelle quand même sans nécessairement être là, ça sort rapidement, puis sans nécessairement créer des revirements. C'est ça qui est un peu dangereux de ce côté-là, c'est de voir que la rondelle est perdue en ligne bleue, ça s'en va tout de suite de l'autre côté en contre-attaque. Vous le voyez souvent se positionner. Là, il est libre dans le centre, une petite zone tampon, donc il trouve ces angles-là, ces endroits-là. Il vient de se faire enlever son bâton. Défensivement, évidemment, c'est un allié, donc couvre la pointe. La passe là-dessus, la sortie de zone n'était pas bonne. Tente d'appliquer une mise en échec. Doit revenir un peu, exact. Il doit revenir. Encore une fois, je joue les épaules un petit peu. Et il faut que ça sorte là, par exemple. Ouais, il faut qu'il aille changer. Là. Autre avantage numérique, donc là. C'est ça, vous voyez, encore une fois, ils ont voulu. On essaie de forcer la rondelle dans sa direction. Il y avait du temps. Le joueur avait du temps, puis la rondelle, en fait, la passe n'était pas là parce qu'il s'est dépêché. Encore une fois, vous voyez, donc c'est ça, c'est ça un peu le problème. Je trouve qu'on veut souvent lui donner la rondelle, puis c'est correct. Oh, elle est dedans, donc ça a été un peu chanceux. Je pense qu'elle a touché un joueur. Je sais pas si ça a touché un joueur des Lancers, ça a touché l'arrière de la jambière ou le dos du gardien, mais il semblait pas avoir beaucoup d'angle. Mais oui, donc c'est ça. C'est Yzerman, c'est sûr que faut que tu l'utilises de la bonne façon aussi sur l'avantage numérique, comme je le mentionnais. C'est tu peux pas simplement lui forcer le jeu. Puis lui aussi, de son côté, doit bouger, doit un peu changer son approche aussi, de pas nécessairement être juste le gars qui reçoit les rondelles, de donner des options, mais aussi de les redonner à ses coéquipiers.
Ouais, donc défensivement, il faut que ça tienne un peu. Évidemment, 5-2, le match est pratiquement rangé, mais c'est jamais terminé. Oh, un autre but un petit peu chanceux, en fait bizarre aussi, c'est ce qui termine le match de Yzerman et des Américains. C'est 6-2, je pense que on n'a pas, leur victoire n'est pas remise en doute. Match tranquille pour Yzerman dans ce match-là en particulier. Quelques petites actions ici et là, mais vraiment rien de très spectaculaire. Il n'a pas été non plus vraiment pris en défaut. Il y a eu une petite séquence où est-ce que les Américains ont été un petit peu embouteillés, la rondelle ne sortait pas, mais outre ça s'était quand même bien déroulé. Mais assez tranquille comme match dans l'ensemble, donc pas nécessairement de choses à noter. On l'a vu un peu foncer vers le filet, puis un peu être un petit requin là, vers le milieu du filet, mais sinon, ça a été assez tranquille, donc on va aller voir le deuxième match. Deuxième match de la vidéo de Cole Yzerman en particulier, en fait. Ça nous donne quand même l'occasion de regarder d'autres joueurs, mais on se trouvait en particulier par Yzerman, le numéro 34 qui est en pourchasse, là, il est en train de pourchasser, en poursuite, je devrais dire. Donc en blanc, évidemment, le programme américain est là. Et c'est encore contre les Lancers, donc j'en avais parlé deux matchs en 2 jours pour les deux équipes. Côté d'Yzerman, donc premier match tranquille, comme je le mentionnais. Là, c'est ça, là, je soupçonne que c'est le match dans lequel il s'est blessé, donc là, on va voir peut-être s'il y a un moment en particulier où est-ce que on peut se dire qu'il a peut-être subi une blessure ou il a peut-être eu un petit inconfort. Il n'a pas joué depuis ce temps-là, donc on va voir si ça a été peut-être un tir bloqué ou quelque chose de ce genre-là. Donc. Ouais, exact, le petit soft down, en fait, pas le soft down, mais le petit down, puis ça paraît des changements. Donc, excellent. Là, je dis excellent comme si c'était un jeu magnifique, mais juste pour dire, c'est le jeu à faire. Là. Ouais. Et voilà, excellent jeu de. Oh, là, par exemple, ils se sont emmêlés dans leur pinceau un petit peu. C'est dommage. Le 27, c'est Will Cahan, donc c'est un défenseur qui, comme je parlais aussi, qui est intéressant, deuxième ronde. Donc ça, c'est un joueur quand même défenseur qui est. Moi, je le déteste pas. Vous le voyez, quand même gros gabarit, mais assez mobile, de quand même de bonnes mains. Défensivement assez stable. Pas évidemment une grosse touche offensive. Je me demande un peu s'il me donne une vibe de Alex Vlasic, entre guillemets. Là, encore une fois, c'est pas des. Si vous avez regardé les États-Unis par le passé, c'est ça, c'est un gros défenseur qui est quand même stable défensivement, qui amène un peu d'attaque de temps en temps, mais c'est pas son mandat numéro 1. Donc, vous voyez, là, c'est ça. Il vient d'appliquer une solide mise en échec. Donc, on regarde Yzerman, mais en même temps, il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent ressortir du lot. Puis Skahan, sur cette séquence-là, ça a été intéressant. Donc, avantage numérique, encore une fois. Oh, ça, c'est un beau jeu. Le petit triangle, là, comme je dis, les deux passes rapides. Là. Ouais, ça aussi, je disais qu'on forçait souvent la passe en direction d'Yzerman. Là, Yzerman, il a forcé un peu la passe de l'autre côté là-dessus. L'autre passe qui a été forcée, donc là, c'est ça, là, il faut quand même faire attention. Le 2, c'est Brody Zimmer, donc lui aussi, un espoir quand même, peut-être une deuxième ronde aussi. C'est un joueur pas intéressant, un joueur quand même assez un peu intense, un peu comme Baker aussi, un joueur tannant, Stiga, même chose. Donc ça, c'est un peu ce profil-là.
J'ai vu. Donc, pas eu nécessairement besoin de voir Yzerman recevoir des rondelles là-dessus. Ce qui est correct dans le fond, hein, si lui peut se servir de petits pièges un peu, puis à ce moment-là, les autres joueurs peuvent travailler, ben ça c'est parfait. Un peu comme Ovechkin aussi, Stamkos, c'en est un aussi. Tu sais, Stamkos, on sait qu'il y a un lancer foudroyant du côté gauche, puis ça ouvre la porte de l'autre côté à Kucherov qui est capable d'en marquer autant. Donc, on le voit cette année justement avec le Lightning. Le but, ça a été quand même eu une bonne présence d'esprit du joueur des Lancers là-dessus, rapidement sorti des blocs pour aller récupérer cette rondelle-là, puis bon petit lancer entre les jambes. Ouais, c'était pas ça n'a pas été bien exécuté. Puis là, Yzerman là-dessus, ça c'est son erreur absolument. Oh my god, quel arrêt quand même, parce que ça c'est son erreur. Yzerman là-dessus, il n'y a pas d'affaire à aller venir appliquer de la pression de l'autre côté en sachant que l'autre joueur est parti de l'autre côté et fin seul. Donc ça, un petit peu de zèle là-dessus, un peu de folie de sa part. Là. Il n'y avait pas de raison de faire ça. Vous avez vu les petites mains quand même rapides, décoche un tir, ça a été bloqué. Donc, il se fait... évidemment, il se fait surveiller beaucoup, donc ça, c'est correct. Là. Ouf, là, ça a été... Il s'en venait encore une fois dégainé. Ouais, c'est ça, Ouais, il s'est fait donner la rondelle d'une position un peu difficile, mais il s'était donné une place en plus de ça où est-ce qu'il pouvait recevoir la rondelle. Ça a pris du temps avant que son coéquipier lui envoie. Et c'était pas précis. Là, évidemment, c'est ça. Là, il était un peu pris, un peu coincé par le joueur adverse. Donc, 5 contre 3. Peut-être là, c'est ça. J'espère que un petit peu plus de place pour décocher les tirs. Donc, j'ai hâte de voir si la rondelle va coopérer cette fois-là, si les passes vont être bonnes. La première passe perçue était dans les patins. Et là, il a raté son lancer. Donc, pas évident. Ouais, ça, c'est quelque chose que moi, j'aime un peu mieux. Donc, fais semblant de tirer, mais utilise tes coéquipiers. Puis là, ben, bon jeu défensif. Donc, encore une fois, on a voulu lui envoyer la rondelle de son côté. Défensive a fait un bon travail. Ouais, beaucoup de... Ouais, là, ça... Ils étaient 2 contre 3, mais ils ont réussi quand même à créer quelque chose avec le peu qu'il y avait. Ouais, un petit manque de cohésion. Donc là, c'est... Ah, c'est un peu plus compliqué. Encore une erreur. Donc là, ouais, ça, c'était pas chic qu'il fallait qu'il change, mais c'était pas vraiment le meilleur dame qu'on a pu voir. Ouais, là, il n'y a pas rien qui fonctionne. Là, même son lancer n'est pas à point là-dessus. Il y avait de la place pourtant.
Il redonne... C'était un peu... c'est un peu spécial, ça. Il a repogné son bâton, puis il a relancé. Ou je sais pas s'il lui lançait directement, ou si c'était plus comme se débarrasser du bâton en guise de frustration, mais... Ah, là, il se passe pas grand-chose dans leur zone. Ah, là, la passe était pas là. Le plus rapide, par exemple, c'est Epperson qui est 18, j'ai bien vu. Donc, Christian Epperson qui a été le plus rapide. Marc Plante qui est là, le 26. Donc, vous le voyez travailler avec des joueurs différents. Donc, ça, c'est un peu awkward comme... Peut-être, on essaie de trouver des blessures, là. Peut-être que ça, c'est une situation où est-ce que le coup de l'épaule, peut-être, t'as pas... Vous voyez que défensivement, des fois, ça peut être compliqué là, pour Eiserman, dans le sens que tu sais, il a comme été un peu aimanté par la rondelle. Ensuite de ça, il retournait à sa pointe. Donc là, il y avait de l'espace. Il a quand même essayé de bloquer un tir, mais il s'est mis un peu dans cette situation-là en quittant un peu sa position. Donc, c'est pas nécessaire pour lui de quitter tant que ça. Là, ils sont un peu éparpillés. Bon, c'est ça, vous voyez, il est venu en soutien, puis là, bon, il a changé de position. Maintenant, il est rendu de l'autre côté. Là, ils sont un peu emmêlés. Il vient appuyer dans le milieu. Là, c'est ça. Donc, tu sais, vous voyez, défensivement, c'est un peu, des fois, c'est un peu chaotique. Ouais, donc ça, il a fait un bon jeu pour venir soutirer la rondelle, mais ensuite de ça, une feinte dans le stand comme ça. Donc, encore une fois, ça, c'est un peu plus, tu sais, un bon jeu, mais là, ensuite de ça, un mauvais jeu. Donc, ça, c'est quelque chose dans le cas de Eiserman aussi. Puis c'est quand même, je trouve ça particulier parce que c'est les deux matchs qu'on vient de regarder, là, parce que celui-là est sur le point de se terminer dans son cas. Exactement ici. Euh, les deux matchs qu'on a vus d'Eiserman, c'est peut-être ces deux pires. En fait, dans celui-là, en particulier, là, l'autre était quand même correct, mais lui, en particulier, je trouve que c'est vraiment pas un bon match pour lui. C'est le pire match que j'ai vu de lui cette année. Pas présent du tout, des erreurs, des prises de décision difficiles, pas impliqué, il a pas été impliqué beaucoup près de la rondelle, pas été impliqué près du filet, même en avantage numérique. Le lancer était pas là. Vraiment beaucoup de choses qui ont pas fonctionné pour lui. Donc c'est un match qui a été, c'est comme je le mentionne, c'est son pire match de l'année. Puis son équipe elle a gagné, donc tant mieux. Mais je suis quand même, ouais, je suis surpris. Donc je sais pas, c'est ça. Je sais pas exactement il s'est blessé où quand il s'est blessé, mais clairement ce match-là était acheté aux poubelles de son côté. Donc c'est quand même dommage qu'on qu'on regarde je fais une petite vidéo d'observation rapide, puis là, ben, on se ramasse avec ce match-là qui était vraiment mauvais de son côté. Donc, mais c'est ça, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas, c'est pas parce qu'il est premier que je vais faire des traitements de faveur. C'est un match que je regarde en direct, c'est pas un bon match.
C'est comme ça. Donc, c'était les 2 matchs pour Cole Iserman. On n'a pas vu grand-chose de lui. Donc, si vous le regardez pour la première fois, vous allez dire, le gars, il est même pas digne d'un premier ronde. Évidemment, il y a d'autres choses plus que ça, mais il faut continuer à le regarder. Mais bon, dans ce cas-ci en particulier, ça n'a pas été très, très concluant. Donc, c'était la vidéo d'observation de Cole Iserman, une vidéo éclair là, sur l'attaquant, l'ailier de 6 pieds, 200-ish livres américain, un franc-tireur, un marqueur. Moi, évidemment, comme je le mentionnais, je l'avais premier sur ma liste préliminaire. Je pense que c'est un futur marqueur de 50 buts. Même si, bon, on n'a pas vu grand-chose aujourd'hui on n'a pas vu, ça serait pas un marqueur de 50 points, là, avec ce qu'on a vu dans cette vidéo-là. Mais oui, c'est ça, il est blessé depuis ce match-là, depuis le 2 décembre. Il n'a pas joué depuis ce temps-là. C'est peut-être une des raisons pourquoi il n'a pas été invité non plus au camp des États-Unis. Puis en même temps, tu sais, je pense que on était un peu scandalisés, entre guillemets, de pas voir Iserman avec les États-Unis. Puis, de mon côté, en regardant la formation, on peut comprendre, tu sais, beaucoup de postes de top 6 qui sont déjà comblés. Ils sont allés chercher des joueurs de rôle un peu plus, donc puis c'est pas le seul, évidemment. Bon, tu sais, Quentin Musty, que moi, vous le savez à quel point je l'avais adoré l'année passée. Je pense qu'il a été un petit peu laissé de côté aussi pour plusieurs raisons. Peut-être l'engagement, l'attitude, on le sait pas. Peut-être du côté de à cause qu'il joue dans la CHL aussi, donc on sait pas. Même s'il y en a d'autres qui sont dans la CHL qui ont été sélectionnés. Mais bon, tout ça pour dire que Iserman, je pense qu'il n'aurait pas nécessairement réussi à se trouver une place de toute façon dans cette équipe-là. Donc je veux pas trop m'enflammer avec ça. Ou s'il avait pu, ça aurait été dans un rôle diminué. C'est un peu la même raison pourquoi James Higgins non plus n'a pas été sélectionné. Au-delà de tout son talent, tout ça, je pense qu'encore une fois, dans un rôle de secondaire, ça vaut-tu vraiment la peine? Mais pour Iserman, donc j'espère qu'il va revenir après le championnat mondial de hockey junior, qu'on puisse le surveiller un petit peu plus attentivement, qu'on puisse regarder si peut continuer. Il était sur un rythme assez endiablé de but, là. Il était sur un rythme qui battait celui de Caulfield, le record de Caulfield pour le nombre de buts dans le programme. Donc là, ça s'est évidemment calmé un peu avec la blessure, mais j'ai hâte de le voir revenir. J'ai hâte de voir ce qu'il peut revenir à sa force d'il y a quelques semaines. En fait, avant les matchs de cette vidéo-là, dans lesquels il produisait, mais il était beaucoup plus impliqué aussi. Donc, mais évidemment, comme je le mentionne, on va regarder le programme une autre fois. Un match complet du programme dans quelques semaines, quelques mois, peut-être après notre liste de mi-saison, qui est au mois de février. Donc, à ce moment-là, ça sera l'occasion aussi. Mais en attendant, moi, je prends la pause pour le championnat mondial de hockey junior. On va peut-être en parler avec les boys du TSLA. Je sais que Max Duquette et Steph Grenier m'ont demandé de peut-être revenir pour Hockey sur demande pour le podcast la source du hockey de venir jaser du championnat mondial de hockey junior, de qu'est-ce qui s'est passé, de qu'est-ce qui va se passer, parce que là, évidemment, on ne sait pas encore. Donc ça va être à surveiller, mais sinon, je vais revenir aussi avec des observations en temps réel vers la mi-janvier. Ziv Bouyin, je pense que ça va être un des joueurs que je vais surveiller. Il va faire partie du championnat mondial de hockey junior avec les États-Unis. Donc ça, c'en est un que j'aimerais regarder. Sinon, évidemment, Chernyshov, que j'ai dans le top 10 aussi, que je veux voir à l'œil. Donc, en fait, que je veux voir pour des matchs en observation. Donc, à surveiller. Donc, d'ici là, on se dit à la prochaine.